Bienvenidos a todas y a todos. Hoy, por esta edición de Perspectiva Africana, vamos a hablar de cambio climático y migraciones. Tenemos como invitado a Boubacar Seck, que es periodista y sociólogo, experto en agroecología, cuenta con una amplia experiencia en desarrollo sostenible y medioambiental. Actualmente es responsable de cooperación e investigación Caritas Senegal, donde coordina los servicios de agua y actúa como punto focal para el cambio climático, la gestión de residuos sólidos y la agroecología. Tiene una maestría en filosofía y sociología en 1992 y bueno, tiene un currículum que nos dejaría aquí horas hablando. Pero bueno, para resumir, ahora mismo trabaja por Caritas Senegal y bueno, para no monopolizar la palabra, soy Dago Comenan y bienvenidos a Perspectiva Africana. Buenas tardes, señor Boubacar Seck. Bonsoir. Votre définition du changement climatique, parce qu'on a l'habitude d'en parler, mais on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde quand il s'agit de la définition du changement climatique. Je voulais savoir quelle est votre définition du changement climatique et quelles sont ses principales causes et conséquences en Afrique ou dans la région du Sahel ou du Sénégal, selon ce que vous estimez. Je te remercie. Donc, je vais, pour les besoins de cette conférence-là, utiliser une définition simple, acceptée au niveau de la communauté internationale. Donc, le changement climatique, c'est des variations des températures et des conditions météorologiques sur le long terme. Ça veut dire que quand on est dans une situation de changement climatique, ce qui permet de le définir, c'est un, des variations de température, deux, des variations au plan météorologique. Vous vivez certainement en Europe des périodes de canicule inhabituelles en Espagne, en France, un peu partout. C'est une manifestation du changement climatique parce que ce n'est pas normal par rapport aux saisons. Ailleurs, on a des inondations, notamment dans le sud de l'Allemagne, un peu en Italie. Donc, il y a comme un dérèglement climatique, un dérèglement des températures. Il fait plus chaud et on a des périodes disons, des phénomènes extrêmes de très forte chaleur, mais aussi des périodes de froid ou de neige assez précoce et d'une ampleur qui n'était pas connue avant. Donc voilà un peu. Et au niveau du Sahel maintenant, ça se traduit principalement par la sécheresse, mais aussi par une variabilité et un déficit pluviométrique. Quelles sont les conséquences maintenant? Ici, j'ai choisi pour vraiment toucher au vécu des communautés, de l'évoquer en le mettant en lien avec les systèmes de protection notamment. D'abord, première chose, ce que l'on constate, on a un impact du stress hydrique lié à la sécheresse, mais également au déficit et à la variabilité pluviométrique sur les systèmes de protection agricole. Et ça, c'est un énorme problème en Afrique. Pourquoi? Parce que ça a une incidence négative sur la productivité des systèmes agricoles, sur la couverture des besoins alimentaires et nutritionnels, et ça accroît la dépendance de nos pays des importations de produits alimentaires. Juste pour vous donner un exemple, le Sénégal dépense à peu près 1,5 milliard d'euros chaque année pour importer des produits alimentaires. C'est énorme comme montant. Et ça a une incidence sur notre balance commerciale. Ça ne nous permet pas réellement d'investir dans d'autres secteurs tels que l'éducation, la santé, etc. Deuxième exemple que je voudrais donner ici, c'est un peu l'impact aussi de ce stress hydrique, donc du déficit et de la variabilité pluviométrique sur les filières maraîchères. Au Sénégal, nous avons ce qu'on appelle la Grande Niaï entre Dakar et Saint-Louis. Donc, c'est une zone de dépression interdunaire avec une nappe affleurante. Mais depuis qu'on a des épisodes de sécheresse, on se rend compte que la nappe est en train de baisser. Et il se trouve que c'est dans cette région-là qu'on produit 60% des légumes et fruits du Sénégal.
Troisième exemple que je vais donner, c'est un peu l'impact sur le pastoralisme. Nous avons ici un type d'élevage, disons, pratiqué par des nomades qui se déplacent, qui suivent un peu les changements en fonction des endroits où ils peuvent trouver des pâturages, de l'eau, ils se déplacent. Donc, pendant longtemps, ces déplacements étaient internes au niveau du Sénégal. Mais depuis qu'on a connu des phénomènes de changement climatique plus prononcés, ce que l'on constate au niveau national, c'est que les éleveurs sont obligés d'aller de plus en plus loin pour trouver de l'eau et des pâturages. Et nous avons aussi des mobilités transfrontalières d'éleveurs, notamment des éleveurs mauritaniens, qui viennent dans le Bas-Ferlo, donc c'est le centre du Sénégal. C'est une région à vocation agro-silvopastorale pour trouver de l'eau disons, des pâturages. Donc, il y a des éleveurs mauritaniens qui viennent au Sénégal. Et comme vous le verrez plus loin, il y a des pêcheurs sénégalais qui vont en Mauritanie. Autre exemple que je pourrais donner par rapport toujours au pastoralisme à ce niveau-là. On s'est rendu compte qu'avec le rétrécissement du lac Tchad, le lac Tchad, son bassin est entouré par le Niger, le Tchad, le Cameroun, le Nigeria, etc. Donc, il y a 5 pays autour du lac Tchad. Ce lac-là, qui est une zone extrêmement importante parce que polarisant 30 millions de personnes, a perdu en 20 ans 90% de sa superficie à cause du changement climatique. Parce qu'il y a moins de pluie. Donc, le lac a perdu 90% de sa superficie. Et ça a eu une incidence énorme sur la vie de ces 30 millions de personnes. Et donc, nous avons observé un double mouvement. D'abord, une pression plus forte sur la toute petite partie qui reste, ça fait après 2000 kilomètres carrés à peu près. On est passé de 27 000 à 2000. Il y a une population qui est très forte autour de ça, donc des conflits d'usage, parfois des tensions. Et nous avons un autre mouvement avec des départs de ces zones-là vers d'autres territoires. Donc, c'est ainsi que vous verrez aujourd'hui des éleveurs du Niger, des Mbororo, qui quittent le Niger et qu'on retrouve très loin, jusqu'au nord de la RDC, en République démocratique du Congo. Vous imaginez la distance qu'ils ont parcourue pour trouver des ressources pastorales pour leur bétail. Donc, ils quittent le Niger, ils traversent le Nigeria, Cameroun, et on les retrouve aujourd'hui dans une région qu'on appelle Ouélé, au nord de la République démocratique du Congo. Bien entendu, malheureusement, avec des tensions avec les communautés locales. Autre impact, c'est l'impact du changement climatique sur le secteur de la pêche. Ici, je vais prendre l'exemple du Sénégal. Vous savez qu'au Sénégal, nous avons à peu près 600 000 actifs, donc personnes qui travaillent dans le secteur de la pêche. Et la pêche fournit 70% des besoins en protéines du Sénégal. Et donc, depuis quelques années, ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a une très forte baisse des stocks donc de poids, etc. Maintenant, les pirogues reviennent pratiquement vite ou avec très peu de poissons. Donc, les prix augmentent et il y a une insécurité alimentaire parce que le poisson est devenu plus cher que la viande et est devenu très rare. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un réchauffement. Il y a des études qui ont été réalisées par le CROT, qui est un centre de recherche établi à Dakar, et qui montrent qu'il y a eu une élévation des températures. Donc, les eaux de surface se sont réchauffées. Et la conséquence directe, c'est que la sardinelle ronde, qui était l'une des ressources principales de la pêche au Sénégal, a migré de 200 km vers le nord. Donc, on les retrouve aujourd'hui dans les eaux marocaines. Ça veut dire concrètement que le Sénégal a perdu une bonne partie de ses ressources halieutiques à cause du changement climatique. Donc, ce qui sont la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, nos pêcheurs, pour trouver des ressources, vont en Mauritanie, où il y a encore du poisson, vont en Guinée-Bissau et en Gambie, avec des tensions très fortes, parfois avec les gardes-côtes de ces pays, parce qu'ils n'ont pas toujours les licences pour pouvoir entrer dans les eaux territoriales de ces pays. Donc, il y a une incidence très forte du changement climatique sur le secteur de la pêche, donc sur l'accès aux protéines et sur l'accès au travail de 600 000 personnes à peu près. Autre conséquence que nous avons constatée, c'est que depuis qu'on a le cycle de sécheresse des années 70, nous avons eu deux grands mouvements. Le premier, c'est que l'État du Sénégal a initié un déplacement, une relocalisation des populations. Donc, on a pris à peu près 1000 ménages, c'est l'équivalent de 10 000 producteurs, 10 000 personnes. De la région centre, c'est l'ancien bassin arachidier, les régions de Thiès, les régions de Kaolack-Fatick, où les terres se sont dégradées, où il pleut très peu maintenant. On a pris ces personnes-là
pour les réinstaller dans la partie est du Sénégal, près du fleuve Gambie, dans ce qu'on appelle la région de Tambacounda, où il y a des terres neuves, et on a appelé le projet Terre Neuve. Mais après ça, 72, 74, première phase, 76, 79, l'État a arrêté. Aujourd'hui, ce sont les populations elles-mêmes qui prennent l'initiative de se déplacer pour aller notamment dans la partie sud du Sénégal, dans la région naturelle de Casamance, et précisément dans la région administrative de Kolda pour trouver des terres fertiles. Donc, le changement climatique entraîne toutes ces conséquences. Dernière conséquence, nous avons aussi constaté qu'il y a un nombre très important de producteurs de céréales et de producteurs de, disons, d'arachides qui quittent le centre du pays, le bassin arachidier, l'ancien bassin arachidier, pour devenir des horticulteurs au niveau de la Grande Niayes. Donc, c'est la région côtière qui va de Saint-Louis à Dakar sur 200 km. Donc, ils arrêtent de produire des céréales parce que ça n'est plus rentable pour devenir ouvriers ou bien exploitants de périmètres horticoles, donc maraîchage, arboriculture dans les Niayes. Un autre groupe choisit, lui, de quitter complètement l'agriculture et on le retrouve dans les métiers de la pêche maintenant. Au niveau des pêcheries, Mbour, Joal, Kayar, vous trouverez notamment beaucoup de personnes qui embarquent dans les pirogues qui ne savent même pas nager parce qu'en fait, c'est dans ces agriculteurs qui sont venus trouver du travail dans le secteur de la pêche. Dernier exemple, c'est le recul du trait de côte. Et ça, c'est un phénomène majeur aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. On l'observe pratiquement de Nouakchott à Abuja au Nigeria. Donc, de la Mauritanie à Abuja, nous avons après 11 850 km. Et toute cette zone-là est impactée par le changement climatique. Donc, le trait de côte recule avec une forte érosion côtière. Donc, il y a des disparitions d'habitats, des unités industrielles qui sont perdues, des hôtels, des réceptifs hôteliers. Donc, ça impacte le tourisme, ça impacte l'industrie, ça impacte l'habitat. Et donc, nous avons après 11 850 km entre Nouakchott en Mauritanie et Abuja et Nigeria qui sont concernés. La côte est en train de se dégrader. Et le dernier épisode qu'on a noté, c'était au mois de janvier, à Kafountine, dans la partie sud du Sénégal. C'est un grand site de pêche où il y a 1000 pirogues enregistrées et des milliers de pêcheurs de toute la sous-région. En 48 heures, je dis bien en 48 heures, on a perdu pratiquement le tiers de la plage. La mer a avancé, a tout englouti et a même déterré les câbles électriques. Donc, pour vous dire que le phénomène est important, en moins, on a entre 1 à 10 mètres qui sont perdus chaque année. Donc, voilà un peu la situation en termes d'impact sur Maintenant, sur le changement climatique aussi, nous avons un dernier impact qui, malheureusement, ne s'arrête pas simplement au système de production, mais touche même à la stabilité, à la sécurité et aux violences dans notre sous-région. C'est l'impact sur la cohésion sociale. J'ai parlé du cas emblématique du lac Tchad, où il y a des conflits d'usage, une compétition pour accéder aux ressources, mais ça ne s'arrête pas au lac Tchad. Aujourd'hui, du fait du changement climatique, il y a une compétition pour accéder aux terres fertiles, une compétition pour accéder à l'eau pour l'agriculture, une compétition entre les investisseurs de l'agrobusiness et les petits producteurs, les paysans, une compétition entre éleveurs et paysans. Donc, ça crée des tensions et malheureusement, ça déconstruit la cohésion sociale avec des conflits intercommunautaires d'abord, mais aussi intracommunautaires entre éleveurs et pêcheurs. Et malheureusement, cette situation-là offre un terreau fertile aux mouvements armés dans le Sahel. Donc, ils parviennent facilement à recruter des jeunes parce qu'ils n'ont plus accès à la terre. Le lac Tchad s'est rétréci, les cours d'eau sont devenus des zones de compétition, ils n'ont pas accès aux terres fertiles. Le taux d'accès des femmes et des jeunes au foncier est très faible. Et donc, ils deviennent des cibles faciles pour les recruteurs qui leur permettent à la fois d'avoir un pouvoir en leur donnant des armes, mais aussi d'avoir un pouvoir d'achat en leur distribuant des revenus. Et donc, c'est ça qui explique un peu qu'on retrouve beaucoup de jeunes aujourd'hui dans ces mouvements-là. Et donc, sur les mobilités, j'ai commencé à l'évoquer, nous avons donc un très, très grand impact du changement climatique sur les mobilités. D'abord parce que les populations se déplacent pour aller trouver des terres, soit à l'intérieur de leur pays, soit à l'extérieur de leur pays.
aller trouver des terres, aller trouver des pâturages. J'ai parlé des éleveurs mauritaniens qui viennent au Sénégal pour faire perdre le troupeau. Et dans le mouvement contraire, nous avons des pêcheurs sénégalais qui vont dans les eaux mauritaniennes pour trouver du poisson, parce que le changement climatique a fait migrer les poissons qui étaient dans les eaux sénégalaises. De la même façon, vous retrouverez d'autres acteurs d'autres pays, notamment en Guinée, en Gambie pour la pêche, mais aussi en Kafountine au Sénégal, même des Ghanéens qui viennent là-bas et des Burkinabés. Voilà, globalement, donc, en termes d'impact, comment ça se traduit sur la vie des communautés? Très fort impact sur l'accès, sur les systèmes de production, donc impact sur l'accès à la nourriture, avec comme conséquence principale une insécurité alimentaire et nutritionnelle croissante, des problèmes de cohésion sociale, des problèmes de tension et de violence, et une mobilité qui s'explique de plus en plus par ce besoin-là d'aller trouver des moyens de subsistance ailleurs. Donc, les populations se déplacent et aujourd'hui, on peut parfaitement parler de migrants climatiques ou de migrants environnementaux dans ce région. Merci beaucoup. Voilà pour la première. Je suis vraiment très content parce que tu as donné... Maintenant, est-ce que j'aborde directement la responsabilité de l'Afrique? Non, je vais aller en posant les questions pour que ça soit un échange plus dynamique. Tu m'entends? Allô? Boubacar, tu m'entends? Oui, je vous entends parfaitement. D'accord, d'accord. D'accord. Je voulais savoir maintenant quelle est la responsabilité africaine dans le changement climatique, et spécialement quand on parle de la question des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Quelle est la proportion, non, de l'Afrique dans ces émissions-là qui provoquent le changement climatique? C'est un point extrêmement important. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de payer le plus lourd tribut au changement climatique. J'ai donné tous ces exemples-là. Nous avons aujourd'hui un impact très fort sur la vie des communautés en Afrique. Et pourtant, notre responsabilité se limite à 3,8% selon la Banque mondiale en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est ça la contribution de l'Afrique. L'Afrique ne génère que 3,8% des gaz à effet de serre. Mais en termes d'impact, nous sommes les principales victimes de ce changement climatique. Voilà un peu aujourd'hui quelle est la responsabilité de l'Afrique. Donc, elle est marginale en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, la responsabilité de l'Afrique dans le changement climatique est très faible. Mais l'incidence des changements climatiques sur la vie des Africains est une incidence très forte, majeure, parce que touchant au système de production et même à la mobilité des communautés. Bon, je pense que surtout avec la première question qui a donné un contexte global, donc je voulais partir directement à l'élément qui nous a réunis ici, l'impact, comme déjà tu avais déjà énoncé l'impact de ce changement climatique. J'aimerais que tu détailles un peu plus l'impact sur les mouvements de population. Quels sont les principaux mouvements de population qui sont produites, qui sont le résultat du changement climatique, et surtout la question de la cohésion et les endroits, les lieux où vont ces personnes qui se déplacent à cause du changement climatique. Je vais prendre un exemple assez, disons, parlant et d'une certaine façon anecdotique, même si c'est très tragique. Juste avant le coup d'État au Niger, nous avons eu une arrivée très importante de migrants nigériens au Sénégal et qui sont venus s'installer directement à Dakar, près de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est une avenue très passante pour ceux qui connaissent Dakar, Roberto notamment. Ils sont venus s'installer près de l'université. Ils étaient à peu près 1 millier, des femmes, des enfants et leurs époux. Et ils sont venus s'installer là-bas et ont commencé à mendier. Quand les enquêtes ont été faites, on s'est rendu compte qu'ils venaient du Niger par un réseau et ils étaient transportés par des bus qui traversaient le Niger, traversaient le Mali avant d'arriver au Sénégal et continuer sur Dakar.
J'évoque cet exemple-là parce que quand on leur pose la question, ils disent qu'ils ont quitté leur pays pour deux raisons. La première, c'est l'insécurité, donc le conflit armé qu'il y a là-bas entre les djihadistes et l'armée nigérienne. Et la deuxième cause, la deuxième raison qu'ils ont donnée, c'est les stress hydriques, donc la crise de la production agricole liée à la sécheresse, qui fait qu'ils n'ont plus de revenus, qu'ils n'ont plus de moyens de subsistance. Et malheureusement, au lieu d'essayer d'apporter une réponse structurelle à ce problème-là, l'ancien président du Niger, Bazoum, qui a étudié à l'université de Dakar et qui peut-être s'est senti un peu frustré par le fait qu'il se soit installé à côté de l'université où il a étudié, où il compte plusieurs condisciples, a affrété plusieurs avions. Donc, ils ont mis en place, disons, des avions pour rapatrier ces Nigériens. Deuxième exemple que je vais donner, je l'ai déjà évoqué, c'est le cas d'Embororo. Au départ, on les appelle Fulani au Niger, au Sénégal, on les appelle Peul. Au Niger, vous connaissez bien la région, on les appelle Bororo. C'est des éleveurs pasteurs qui se déplacent depuis des centaines d'années, ça fait partie de leur culture, mais principalement à l'intérieur de leur territoire. Mais c'est un point qu'il faut retenir ici en Afrique. Nous avons une juxtaposition entre les territoires qui sont des, disons, des limites géographiques d'État et des terroirs qui parfois s'étendent sur plusieurs pays. L'exemple qui pourrait vous parler, c'est le Pays basque. Entre San Sébastien en Espagne et la partie française, vous avez deux pays avec leur territoire, avec leur drapeau, leur souveraineté. Mais quand vous parlez aux Basques, ils vont vous dire que notre terroir s'étend aussi bien sur la face que sur l'Espagne. Nous avons la même situation en Afrique. Donc, ces éleveurs-là avaient l'habitude de se déplacer entre le Niger, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad. Mais depuis quelques années, on observe, et ça c'est vraiment une nouveauté, qui se déplace très loin jusqu'en RDC, en République démocratique du Congo, pour trouver des ressources pastorales, de l'eau, etc., notamment dans la région où elle est, avec parfois des tensions avec les résidents. J'ai évoqué le cas des Mauritaniens. Donc, clairement, le changement climatique est en train de changer les changements migratoires en Afrique. Les schémas migratoires sont en train de changer. Avant, on avait principalement une migration et des déplacements internes des populations, mais aussi des mobilités au niveau sous-région ouest africaine. 70% des migrations se déroulaient là-bas pour les besoins du commerce, de l'échange, etc. Mais de plus en plus, on remarque qu'il y a des migrants climatiques qui se déplacent pour trouver des terres, pour trouver de l'eau, pour trouver des pâturages. Et ça, c'est une nouveauté, puisque ça s'étend maintenant au-delà même de la région du Sahel, qui s'arrête à Djibouti. On les retrouve jusqu'au nord de la RDC. Et il n'est pas dit qu'ils ne vont pas continuer plus loin, parce qu'ils vous diront toujours, nous irons là où nous trouverons les ressources pastorales. De la même façon, quand vous dites aux pêcheurs, vous ne pouvez pas entrer dans les eaux territoriales d'un autre pays si vous n'avez pas les licences, ils vont vous dire que notre terroir ne s'arrête pas à la frontière. Nous irons chercher le poisson là où il se trouve, quitte à entrer dans les eaux territoriales d'un autre pays, parce que ça fait partie de notre terroir. Donc, c'est des questions assez complexes. Et donc, aujourd'hui, clairement, nous avons ces dynamiques migratoires-là, internes, où on a des populations qui quittent une région d'un pays, notamment le centre du Sénégal, pour aller vers le sud ou sur le littoral ouest pour trouver des terres fertiles, les Niayes où il y a une nappe affleurante, ou dans la région naturelle de Casamance où il pleut un peu plus. Mais avec ce bémol que tous les modèles que nous avons au Sénégal montrent que dans les 30 prochaines années, on aura une très forte baisse de la pluviométrie et ce sera beaucoup plus accentué, malheureusement, dans la région naturelle de Casamance, qui est aujourd'hui la région la plus fertile du Sénégal, avec jusqu'à moins 20% de pluviométrie dans cette partie fertile. Nous avons aussi une nouvelle forme de mobilité liée toujours au changement climatique, avec des producteurs agricoles qui quittent les terres agricoles qui sont devenus très peu fertiles pour aller maintenant vers les zones d'orpaillage. Au Sénégal, on les retrouve dans la partie est à Kédougou, où il y a des mines d'or. Il y a beaucoup d'orpailleurs. On les retrouve aussi dans certaines régions du Burkina Faso et du Mali, où ils sont en train, malheureusement, même cette semaine, il y a eu un accident avec un effondrement de mines au Mali. Donc, voilà un peu les grandes dynamiques qu'on observe. Donc, des départs
des mobilités au niveau interne, des mobilités transfrontalières qui parfois sortent même de la région du Sahel pour aller jusqu'en RDC. Et depuis quelque temps aussi, d'autres types de mobilité liées cette fois-ci à l'impact du changement climatique dans le secteur de la pêche, où nous avons des pêcheurs qui commencent à disons, transformer leurs unités de pêche, leurs pirogues, en moyens de transport pour les migrants qui veulent aller en Europe. Et certains de ces pêcheurs, malheureusement, si vous allez aujourd'hui dans certaines pêcheries, ont quitté le secteur de la pêche parce qu'il y a moins de poissons, parce qu'il y a eu le changement de climatique, mais aussi parce qu'il y a eu une surpêche liée aux accords de pêche pour aller s'installer en Espagne, en France et un peu partout. Donc voilà sur ce point-là ce que je voulais assez rapidement ajouter. Et depuis quelque temps, nous avons aussi noté, et c'est le dernier point sur cette question, une nouvelle route qui a été ouverte vers l'Amérique du Nord, où on a des Africains, des Sénégalais, des Guinéens, des Maliens, qui passent par le Cap-Vert pour aller vers les pays tels que l'Argentine ou bien les pays de l'Est, donc de l'Amérique centrale, pour remonter ensuite progressivement vers le Mexique, avec cet objectif d'aller vers les États-Unis d'Amérique, avec toutes les difficultés que vous imaginez et qui vont probablement s'accentuer avec la situation politique qu'on est en train de vivre aux États-Unis. Merci beaucoup. Vraiment, je voulais savoir, parce que vous avez parlé beaucoup des mouvements climatiques à l'intérieur de l'Afrique. Je voudrais savoir l'incidence de ces mouvements climatiques sur l'Europe. Vous avez juste parlé de la reconversion sur l'Europe. Si est-ce que ces mouvements-là arrivent en Europe ou normalement c'est seulement au sein de l'Afrique de l'Ouest que ça a lieu? Non, parce que je viens de donner l'exemple du secteur de la pêche. Oui. Aujourd'hui, c'est vraiment l'un des secteurs où on a l'impact le plus important du changement climatique. Les poissons, en fait, ont migré comme les humains migrent, parce que les eaux sont devenues plus faibles. Les poissons qu'on avait dans les eaux du Sénégal, on les retrouve aujourd'hui dans les eaux du Maroc et dans une certaine mesure, dans une moyenne mesure, dans les eaux mauritaniennes. Et donc, les pêcheurs qui n'arrivent plus à vivre de leur métier, les captures sont devenues très faibles. Il y a aussi la surpêche liée aux bateaux, notamment l'accord de pêche avec l'Union européenne, la pêche illicite de bateaux asiatiques, plus le changement climatique. Mais ça les oblige à chercher des solutions. Donc, il y a un double mouvement. Certains vont vers l'horticulture, mais beaucoup de ces pêcheurs-là choisissent aussi de devenir des professionnels de la mobilité entre l'Europe et l'Afrique en transportant des jeunes qui veulent tenter l'expérience en Europe. Eux-mêmes s'installent en Europe. Donc, il y a une incidence aussi très forte sur la situation en Europe où les arrivées de migrants augmentent, même si l'effectif des migrants africains qui sont en Europe reste marginal par rapport à les dynamiques migratoires en Afrique. Donc, à la question, est-ce qu'il y a un impact en Europe? La réponse est oui, parce que beaucoup de professionnels de la pêche sont aujourd'hui dans les réseaux pour transporter des migrants avec des femmes, des enfants, des jeunes vers l'Europe, les pays du seuil, notamment l'Italie, l'Espagne, etc., en passant par la Mauritanie, le Sahara, le Maroc, la Tunisie. D'autres, ils vont eux-mêmes pour s'installer ou trouver du travail dans le secteur de la vie. Donc, la réponse est oui. Il y a une incidence. Merci beaucoup. Je voulais savoir aussi quel rôle joue l'ONU, la communauté internationale, l'Union africaine dans la gestion de la migration liée au changement climatique? C'est une question importante. L'impression qu'on a ici, vue d'Afrique, c'est que ces deux institutions-là, les Nations Unies comme l'Union africaine, sont très douées pour mettre en place des textes, disons des conventions. Les Nations Unies ont par exemple inscrit cette question des migrations dans les objectifs de développement durable, notamment la cible 17, qui demande aux États parties de faciliter la migration et la mobilité, ordonnée, sans danger, régulière et responsable, notamment par la mise en œuvre de politiques de migration planifiées et bien gérées. On en est très loin. Il suffit juste de vous
de vous rappeler de ce qui a été mis dans le pacte sur les migrations que l'Union européenne a adopté récemment et qui va entrer en vigueur bientôt, en termes d'obstacles qui ont été multipliés, de répression de cette migrants et de criminalisation des migrants. Donc, au niveau de l'Union africaine aussi, nous avons depuis 2009 un texte qu'on appelle les conventions de Kampala, qui est très protecteur théoriquement de ces migrants. Et nous avons aussi, et ça c'est un avantage, je pense, des zones intégrées, notamment en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, où il y a quelques problèmes malheureusement avec les menaces du retrait du Mali, du Niger, du Burkina. Mais c'est une zone de libre-échange et de libre circulation. On a la CEMAC, l'Afrique centrale. Donc il y a des progrès de ce point de vue. Ce que nous n'avons pas encore, c'est un cadre, un instrument juridique encadrant les migrants et qui soit opposable au pays. Et donc qui soit exécutoire. Ça, nous ne l'avons pas. On laisse pour le moment les États décider eux-mêmes de ce qu'ils doivent faire. Et donc, à ce niveau, nous avons deux défis principaux. J'y reviendrai à la fin de la présentation pour vous dire, par rapport à l'Union africaine, par rapport aux Nations unies, quels sont les défis prioritaires. Je les dirai dans la conclusion. Merci bien. On a parlé un peu des organismes internationaux, mais je voulais savoir, au niveau des États africains eux-mêmes, quels sont les défis, non, les défis, les différentes initiatives que les pays africains prennent, non, pour relever ces défis-là, ces défis auxquels ils sont confrontés? Il y a trois défis majeurs, à mon avis. Le premier défi, c'est le défi de la formation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir, disons, une ressource humaine hautement qualifiée pour prendre en charge ces questions, la question de l'adaptation, de l'atténuation. Il y a des avancées qui ont été faites. Moi-même, après l'école de journalisme, je suis allé faire une formation à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université de Dakar. D'autres sont allés ailleurs. Deuxième défi majeur, c'est comment on doit se positionner en tant qu'acteur africain dans la collecte, le traitement et la génération de données qui permettent de prendre les décisions sur le changement climatique. Là aussi, il y a eu des avancées, notamment avec Agrimet, c'est le Centre climatique régional pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, qui aujourd'hui nous permet d'avoir des prévisions météorologiques très précises. On sait par exemple que cette saison hivernale sera normale à excédentaire pratiquement dans tout le Sahel. Et c'est grâce à ces institutions-là qui sont à Ouagadougou qu'on a pu avoir ces avancées-là. Au niveau du Sénégal, nous avons ce qu'on appelle le centre de suivi écologique qui peut aujourd'hui, de façon en temps réel, vous donner la situation de la biomasse dans toute la sous-région, les feux de brousse avec une localisation précise et donc donner des informations qui facilitent la prise de décision des autorités et qui orientent un peu cette prise de décision. Et c'est ce centre de suivi écologique qui est rattaché à l'Université de Dakar qui coordonne l'Observatoire du littoral de l'Afrique de l'Ouest, qui travaille sur les questions d'érosion côtière, où il y a un programme régional. Et c'est le troisième défi, c'est le défi de la coordination et de la mutualisation des capacités. Et on est en train d'y aller progressivement avec notamment ce programme régional de lutte contre l'érosion côtière. Nous avons des programmes de lutte contre la désertification avec la Grande Muraille Verte, qui n'est pas, comme on le pense souvent, une formation d'arbres seulement, mais c'est tout un ensemble qui intègre de la restauration de biodiversité, des puits d'arbres pour capter du carbone, mais aussi des systèmes de production pour créer des 100 millions d'emplois à peu près. Donc, c'est à ce niveau qu'on essaie d'agir. Et donc, il y a plusieurs initiatives. Grande Muraille Verte, quand on le dit, ce n'est pas seulement planter des arbres, c'est vrai, planter des arbres, restaurer par la mise en défense, restaurer des écosystèmes, mais mettre aussi en place des systèmes de production pour créer des emplois verts et contribuer à la mise en place de puits de carbone dans le cadre de l'économie où les pays du Sud peuvent capter des carbones et vendre ces crédits carbone-là aux pays qui sont les grands pollueurs. Donc voilà un peu les initiatives qui sont en train d'être prises à ce niveau. Autre défi, c'est le quatrième qui est déterminant, c'est la question de la mobilisation des ressources. Je l'ai rappelé, on ne contribue que pour 3,8% aux émissions de gaz à effet de serre.
Et nous subissons les effets les plus importants avec l'Asie du Sud-Est et une partie de l'Amérique latine. L'Afrique subsaharienne en particulier, est très fortement impactée par le changement climatique. Et ça demande des ressources. J'ai dit tout à l'heure que disons, pour protéger la côte entre Nouakchott, Mauritanie, et Abuja au Nigeria, nous avons aujourd'hui besoin de 17 milliards 779 millions d'euros. 17 milliards 779 millions d'euros. C'est l'équivalent de 11 853 milliards de francs CFA. C'est à peu près 3 fois le budget du Sénégal. Que ces pays-là, entre la Mauritanie, le Sénégal, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Guinée, jusqu'au Niger, doivent mobiliser pour faire face à ça. Et sur ces besoins de 17 milliards 779 millions d'euros, pour le moment, nous n'avons pu mobiliser que 3 millions au niveau de la communauté internationale. 3 milliards d'euros pour le moment. Donc, il y a un gap de 14 milliards. Donc, il y a un défi extrêmement important parce que les pays qui sont les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre ne veulent pas ou réchignent à allouer les ressources nécessaires pour lutter contre ce changement climatique. Donc, on a besoin de 17 milliards d'euros. Pour le moment, on est à 3 milliards. Il y a eu une conférence en 2021 à Paris qui a été réunie d'ailleurs pour en discuter. Et un certain nombre de pays se sont engagés en demandant aux Nations Unies d'assurer le secrétariat, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, pour qu'on arrive à mobiliser ces 14 milliards d'euros d'ici 2025. Mais je dois dire que les progrès sont très lents, timides pour ne pas dire dérisoires. Et donc, pendant ce temps, l'érosion côtière avance. J'ai dit que ça avance de 1,8 mètres à 10 mètres par année à certains endroits. Dans d'autres endroits, le désert avance, etc. Et donc, cette question du financement-là est une question centrale qui demande une mobilisation et un plaidoyer très fort de la société civile. Pour la muraille verte, dernier exemple par rapport à ce défi du financement. Pour le moment, on est à 18% de taux d'exécution. C'est ça qui est ressorti de l'évaluation qui a été réalisée en 2020. Et pour le moment, à ce niveau aussi, on est à 2,5 milliards d'euros de financement mobilisé simplement. Donc voilà un peu la situation. Alors qu'on veut restaurer 100 millions d'hectares, capter, créer 10 millions d'emplois verts et séquestrer 250 millions de tonnes de carbone avec cette muraille verte qui s'étend du Sénégal à Djibouti. Donc sur à peu près 8000 km avec une largeur de 15 km. Il y a une disparité aussi entre les pays. Au Sénégal, on est assez avancé dans la mise en place de la muraille verte et dans un certain nombre d'autres pays. Parce qu'il y a eu une volonté politique très forte de le faire. Il y a une forte implication aussi des acteurs de la société civile dans le plaidoyer. Merci beaucoup. Bon, je pense que c'était la question. Vous avez lu mes pensées, c'est la question que je voulais poser. Et donc, on va aller à une autre question de savoir comment la migration forcée par le climat, par les changements climatiques est-elle perçue par les communautés d'accueil? Parce que vous avez mentionné un peu les conflits, non, au niveau africain, les conflits communautaires qui créent. Et donc, savoir un peu qu'est-ce que ça crée, non, au niveau des personnes qui reçoivent, non, les réfugiés climatiques. Je vous remercie. C'est une question extrêmement importante. Il y a aujourd'hui des zones qu'il faut particulièrement surveiller en Afrique. C'est notamment toutes les zones humides où il y a des réservoirs d'eau. J'ai évoqué le cas du lac Tchad, mais je vais aussi évoquer le cas des cours d'eau, notamment les fleuves transfrontaliers, le bassin du fleuve Sénégal, le bassin du Niger, le bassin du fleuve Congo. Donc, toutes les zones où il y a des ressources en eau importantes, de l'eau douce, doivent être surveillées parce que c'est des zones de tension potentielle. Vous avez suivi certainement les évolutions liées à la construction du bassin de la Renaissance en Éthiopie et son incidence sur les relations entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan. L'Égypte est allée jusqu'à menacer d'entrer en conflit armé avec l'Éthiopie pour l'empêcher de remplir les réservoirs du barrage de la Renaissance. Alors que l'Éthiopie dit que ça va lui permettre
régler ces problèmes d'accès à l'énergie et donc d'industrialisation. Mais pour l'Égypte, c'est un problème aussi de survie de son agriculture. Pour le Soudan et idem. Au niveau du fleuve Sénégal, on a pu trouver une solution depuis plus de 40 ans maintenant, avec ce qu'on appelle l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui a permis non seulement d'apaiser les relations, mais de mettre en place une institution commune d'aménagement et de mise en valeur pour la production d'électricité, pour l'aménagement des terres, Pardon, pour... pardon. Je voulais juste demander une précision. La commission, quels sont les pays qui composent cette commission, pardon, pour les détails? pour l'OMVS. Est-ce que c'est pour l'OMVS? Si, parce que vous avez parlé d'une commission pour le lac, le fleuve Sénégal. Donc, je voulais Oui, savoir c'est l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. exactement. Ah, d'accord. Nous avons la Guinée-Conakry, Mhm. qui est le château d'eau de l'Afrique de l'Est. Tous les fleuves viennent de la Guinée-Conakry, donc c'est un pays essentiel. À un moment, ils ont dit qu'ils allaient construire des barrages en territoire guinéen, mais la discussion les a ramenés à de meilleurs sentiments. Nous avons le Mali, d'où vient une partie, un bras du fleuve Sénégal, un affluent. Nous avons le Sénégal, où il y a aussi un affluent du fleuve Sénégal. Nous avons la Mauritanie, qui partage une rive, la rive opposée au Sénégal. Donc nous avons la Guinée, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie au niveau de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Et nous avons l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, où s'ajoute maintenant, on a la Gambie, la Guinée et le Sénégal. Et donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de tension parce que les États ont anticipé et ont mis en place des institutions, ont construit ensemble des barrages, il y a des infrastructures partagées pour la production d'électricité. Et ce n'est pas le cas partout. Et donc, c'est des zones comme ça qu'il faudra surveiller très fortement. Partout où il y a de l'eau, partout où il y a des ressources foncières fertiles, il faudra faire très attention également parce qu'il y a des conflits liés à la gouvernance du foncier. Donc, c'est des questions de fond sur lesquelles il faut. Et malheureusement, ce qu'on observe, c'est que quand on est dans des terroirs, j'ai rappelé quelle est la différence entre terroir et territoire. Un Basque espagnol sera toujours bien accueilli chez un Basque français parce qu'ils ont un même substrat culturel, ils partagent un terroir, ils partagent les mêmes invariants culturels, donc ils ont une certaine unité culturelle, linguistique et territoriale. De la même façon, quand vous avez des mobilités à l'intérieur des terroirs où on a une unité culturelle, économique, avec des mariages entre les communautés, etc., en général, l'accueil est bienveillant et il y a une intégration par le mariage, une intégration par les liens économiques et par les liens familiaux à l'intérieur des terroirs. Mais ce lien est en train de se distendre parce que j'ai même parlé de conflits à l'intérieur d'une même communauté à cause des conflits d'usage. Moins il y a d'eau, moins il y a de terre et plus il y a des risques de dislocation et donc de relâchement de la cohésion sociale. Deuxième cas de figure, il y a parfois un bon accueil et intégration quand les communautés autochtones ont suffisamment de réserves foncières et de réserves en eau et en pâturage pour pouvoir accueillir des communautés de migrants sans qu'il y ait une pression trop forte sur les ressources naturelles. Et en général, quand ces communautés, de façon pendulaire, saisonnière, font de la mobilité, vont et viennent, comme on dit, suivant les saisons, pour faire paître le troupeau, repartir en hivernage, on se rend compte qu'au fur et à mesure, ils commencent à parler les mêmes langues. Ceux qui se déplacent commencent à parler les langues du terroir qui les accueille. Et de fil en aiguille, on note aussi qu'il y a des mariages entre les communautés. Et ces échanges-là, ces liens qui sont construits autour du mariage, autour de la langue, autour de la culture, fait que progressivement, ceux qui étaient considérés comme des étrangers deviennent d'abord des alliés avant d'intégrer le cercle de la parenté. Donc, deuxième cas de figure, quand il y a une communauté autochtone qui dispose de ressources foncières, de ressources en eau et de ressources naturelles suffisamment importantes pour faire de la place à d'autres. Troisième cas de figure, c'est un accueil, disons, teinté d'hostilité et de crainte.
parce qu'il y a des menaces et des risques à cause de la raréfaction des ressources naturelles. Là où il y a déjà une pression très forte sur le peu de ressources foncières, sur les ressources en eau douce, en général, l'installation de grandes communautés qui se déplacent à cause du climat est difficile, sauf si l'État, bien entendu, prend la décision d'intervenir pour réguler les tensions. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, il y a très peu de ressources disponibles. Mais l'autre explication qui est à l'origine de ces rejets-là, souvent, de ces tensions, notamment dans le secteur de la pêche, parce qu'on s'est rendu compte que certains pêcheurs, notamment qui quittent Guet-Ndar pour venir à Kayar, Guet-Ndar, c'est dans la région de Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, puisqu'il n'y a plus assez de poissons à cause notamment du changement climatique, mais aussi de l'installation disons, de forage pour le gaz naturel dans leur zone de pêche. Ils viennent vers le Kayar, qui est la région de Thiès, mais aussi ils vont à Kafountine, dans le sud du Sénégal. Mais en se déplaçant, souvent certaines communautés de pêcheurs se déplacent avec leurs pratiques de pêche qui sont dégénératives aux yeux des communautés d'accueil. C'est l'utilisation de monofilaments, c'est le non-respect des périodes de repos biologiques, c'est des intrusions dans les aires marines protégées. Donc ces facteurs font que souvent, les communautés locales qui protègent leurs ressources en respectant le repos biologique, en utilisant des filets à mailles larges pour ne pas capturer les alevins et les petits poissons, et qui respectent les limites des aires marines protégées, qui jouent un rôle important dans la reproduction de la ressource, que ces communautés-là qui font ces efforts-là rechignent ou refusent de recevoir des communautés qui ont des pratiques de pêche dégénératives. Dans le secteur agricole, on note la même tendance. Quand vous venez dans une zone où les pratiques de culture sont, disons, des systèmes de production agricole qui intègrent les arbres, donc qui préservent les arbres. On cultive, mais en laissant sur place les arbres. On cultive en laissant sur place aussi un certain nombre de ressources naturelles. Quand vous avez des producteurs, par exemple, qui quittent le centre du Sénégal et qui ont, eux, l'habitude de couper les arbres pour faciliter la traction des équipements agricoles par les animaux, donc qui ont l'habitude de couper les arbres pour avoir plus d'espace, mais qui ont aussi l'habitude de faire du brûlis pour éliminer les herbes, quand vous les transplantez ou les relocalisez dans une zone où on a l'habitude de garder les arbres, de les préserver, même en cultivant à l'intérieur, ça crée des tensions. Et donc, c'est le troisième cas de figure. Donc, il y a des tensions et des craintes parfois liées à l'importation de pratiques de systèmes de production dégénératifs dans le secteur de la pêche comme dans l'agriculture, comme je l'ai expliqué plus tôt. Quatrième cas de figure, c'est ce qu'on observe en Europe. Il y a un rejet général des migrants. On l'observe à partir de l'Afrique, lié à, malheureusement, disons, à la normalisation du discours de l'extrême droite. Un discours xénophobe, mais aussi à un narratif au niveau des médias du Nord qui donne une image très négative du migrant. Le migrant est stigmatisé, alors que quand le migrant européen vient en Europe, on ne l'appelle même pas migrant, on l'appelle coopérant, on l'appelle expatrié. Et il a tous les droits. Une voiture avec plaque rouge, une résidence secondaire, des exonérations de douane, un statut très privilégié. On le regarde comme un privilégié, et c'est ce qu'il est. A contrario, quand le migrant africain débarque en Europe, tout de suite, il est stigmatisé. Ils nous amènent des maladies, ils nous prennent notre travail, ils amènent le désordre ici. Ce sont des voleurs, ce sont des violeurs, le trafic de drogue. J'ai même entendu quelqu'un dire que les Sénégalais sont tous des trafiquants de drogue. Je ne voudrais pas citer son nom ici, un responsable politique français, Zemmour pour ne pas le nommer. Et l'autre constat qui nous permet de dire que l'accueil est très mauvais, il y a un rejet en Europe, c'est le résultat du front de l'extrême droite aux élections européennes aujourd'hui. Et l'image la plus choquante, c'est quand on voit l'ancien directeur de Frontex, qui avait en charge la politique d'externalisation des frontières de l'Union européenne, investi sur la liste de l'extrême droite à France du Rassemblement national en troisième position et qui est élu, Fabrice Légéry est aujourd'hui élu au Parlement européen.
l'ancien directeur de Frontex, qui a été épinglé pour atteindre aux droits humains avec les problèmes de refoulement. Donc voilà comment on le perçoit. L'Europe est devenue aujourd'hui une terre hostile qui n'est plus une terre d'accueil. Et nous pensons sincèrement que cette dynamique pourrait s'accentuer si, malheureusement, comme ça se précise, l'extrême droite devait prendre aussi le pouvoir dans un certain nombre de pays pivots, tels que la France. C'est déjà fait en Italie. On a des risques dans d'autres pays tels que la France, comme je l'ai dit. Donc voilà un peu comment nous on l'apprend. Donc d'où cet appel aux acteurs de la société civile, à ceux qui suivent ce cours-là, à la mobilisation, mais aussi simplement à la citoyenneté engagée. Il faut que chacun aille voter pour que les choses soient remises à l'endroit et qu'on évite malheureusement que ces personnes-là qui ont de très mauvais projets pour les migrants soient installées Mais ce sera la décision des populations européennes, des communautés, qui sont libres de choisir. Comme nous, on l'a fait au mois de mars 2024 en élisant un nouveau président. Et c'est le choix des Sénégalais. Nous espérons simplement que les Européens auront la lucidité nécessaire pour ne pas installer partout au pouvoir ces groupes d'extrême droite-là. Voilà, pardon, j'ai oublié de mettre, d'activer mon micro. Je voulais poser une dernière question avant de céder la parole au public, mais je voulais avant cela me rappeler à tout un chacun qu'il peut souscrire à la page YouTube du CEAF et aussi aux différentes plateformes Instagram, Facebook et Twitter. Et pour conclure la partie qui m'incombe, je voudrais savoir votre opinion comme journaliste sur le travail des médias. Et vous avez fait vous avez donné une image vraiment un- plus ou moins réaliste, non, de la situation, spécialement en Europe. Et que peuvent faire les médias pour, pour cela, contre cela? Je vous remercie. Je n'ai pas pratiqué le journalisme depuis 2001. Ça fera bientôt 24 ans que je suis dans le développement des ONG. Mais je reste très, très proche des milliers des médias. Et c'est la raison pour laquelle dans les différents projets que j'élabore, je mets souvent un volet partenariat avec l'école de journalisme de l'Université de Dakar, le CESTI. C'est le Centre d'études des sciences et techniques de l'information de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est une école de journalisme et de communication à vocation régionale où on a des étudiants sénégalais, camerounais, maliens, etc. Et moi-même, j'ai eu la chance d'étudier dans cette école après avoir euh, terminé la maîtrise de philosociologie au département de philosociologie de l'Université de Dakar. Donc, ce que nous essayons, ce que nous préconisons, c'est qu'on doit se positionner sur la production de contenu d'information, mais à partir d'une perspective africaine. Je pense qu'il est important qu'on ait une influence à ce niveau pour que les médias européens et les agences de presse européennes ne soient pas les seuls à produire des contenus d'information sur les migrants africains en Europe et sur la migration de façon globale. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'un de nos projets sur la protection des migrants au Sénégal, dans les pays de transit et en Europe, nous avons travaillé avec le Centre d'études des sciences et techniques de l'information, CESTI, pour former 47 étudiants en dernière année de formation sur le socle de protection des migrants. En mettant l'accent d'abord sur une session de formation au niveau de l'école que nous avons animée moi-même, l'ancien secrétaire général de Caritas Sénégal, Abbé Alphonse, et un expert qu'on appelle Badara Ndiaye, mais aussi une équipe de l'UNHCR, deux dames très pointues. Et donc, pendant 3 jours, nous avons formé ces étudiants sur le socle de protection des migrants, les enjeux, les défis, les politiques de migration, les défis par rapport à l'Europe et les demandes des ONG. Après cette session, nous avons financé 3
mémoire de fin de formation de 3 étudiants du CESTI à qui nous avons donné une subvention de 1 000 euros chacun pour les aider dans leur recherche. L'un a travaillé sur gouvernance du foncier et mobilité dans le Médina Yoro Foulah, c'est dans la partie sud du Sénégal, dans la région de Kolda et la région naturelle de Casamance. Le deuxième a travaillé sur les migrants apatrides mauritaniens qui sont dans la vallée du fleuve Sénégal depuis 1989, à la suite du conflit entre le Sénégal et la Mauritanie, donc surtout entre la communauté maure et les Noirs mauritaniens en 89. Ils ont été expulsés de la Mauritanie, ils sont dans la vallée. Il a travaillé sur leur cas. Et le troisième s'est intéressé de façon globale à ce qu'on appelle ici le pastoralisme et la question des mobilités et les unités pastorales dans le Bas-Faiblou. C'est la région à vocation agro-silvopastorale du Sénégal au centre du pays. Troisième chose que nous avons faite avec le CECI, toujours pour soutenir la production de contenu d'information pertinent à partir d'une perspective africaine, nous avons sorti un cahier spécial sur les mobilités au Sénégal en permettant à des étudiants du CECI, encadrés par leurs professeurs, de faire des reportages, de faire des interviews, des billets, des portraits sur des migrants qui sont au Sénégal, des étudiants, des réfugiés, des femmes qui ont pu s'adapter, des jeunes qui sont à l'université qui étudient, des migrants qui ont pu fonder leur entreprise au Sénégal avec le soutien des ONG. Et nous avons sorti ce cahier spécial qui est aujourd'hui disponible en version numérique et à l'Université de Dakar également. Et donc, pour nous, c'est la première action. Il faut travailler avec les écoles de journalisme pour contribuer à la formation des journalistes sur ces questions de mobilité et leur donner la bonne information pour nous assurer qu'il y ait une capacité plus forte de production de contenu d'information sur les mobilités qui soit à la fois pertinent, fiable, attractif et écrit à partir d'une perspective africaine, y compris sur mobilité et changement climatique. Deuxième aspect, c'est aussi comment nous devons, en tant qu'acteurs de la société civile, systématiquement travailler avec les médias pour toucher le maximum d'acteurs, de citoyens, d'acteurs africains quand nous mettons en œuvre des projets, que ce soit des projets d'adaptation, des projets d'agroécologie, etc., pour qu'on ait une masse suffisamment importante qui puisse influencer les décisions politiques. Et pour ça, nous avons besoin d'avoir une citoyenneté avisée, donc une opinion publique bien informée, qui soit au fait des questions, des enjeux, des défis liés au changement climatique, mais aussi de ses impacts sur les mobilités, pour qu'il y ait une plus grande demande de redevabilité et plus d'exigence vis-à-vis des décideurs africains, donc de nos gouvernements, mais aussi des agences de coopération et des gouvernements des pays du Nord qui sont les principaux responsables du changement climatique. Donc, on doit avoir une double action, travailler à la base avec les écoles de formation des journalistes, parce que ça permet de toucher à la capacité même de production de contenu d'information dans plusieurs pays, idéalement comme au CECI, mais aussi travailler directement avec les médias, la presse écrite, les radios, les télés sur ces questions-là, pour qu'il y ait un dialogue permanent avec les populations, pour qu'on ait des citoyens bien informés et pleinement engagés dans ces causes-là. Donc, pour l'adaptation, pour une transition juste, pour un monde plus vert. Donc, il faut qu'on fasse cet effort. Merci beaucoup. C'est vraiment quelque chose de... Ça a été vraiment une explication très globale de la situation. Comme je l'avais dit, cette question est la dernière que je vais poser. Je voudrais maintenant céder la parole au public si quelqu'un dans l'Assemblée a une question, un commentaire ou une observation à faire à notre invité. Ce sera avec beaucoup de plaisir qu'il répondra. Parfois, les gens sont un peu timides, donc
Bon, je pense que il y a pas de main levée ou d'intervention. Et Oui. je vais donc procéder à donner la parole à notre auditeur pour son mot de fin. Je voudrais savoir euh, ce que vous aimeriez que notre public retienne parce que cet entretien va être publié sur YouTube et va avoir un écho beaucoup plus ample que ce que nous avons actuellement. Et donc, je voulais savoir ce que vous voulez que les gens retiennent de cet échange que nous venons d'avoir. La première chose, c'est il faut qu'on soit tous conscients que le changement climatique n'est pas seulement un débat politique ou même idéologique. Ça va plus loin. C'est un changement extrêmement important et déstructurant parce que ça touche au système de production en Afrique, ça touche à l'habitat en Afrique, ça touche à la résilience, à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, ça touche à la santé des populations africaines et même à la mobilité de ces populations. Ça génère des tensions. Il faut qu'on soit conscient, quand on dit changement climatique, que derrière cette appellation-là, il y a toute une série de conséquences très négatives sur la vie des communautés et des populations, en termes de qualité de vie, en termes simplement de pronostic vital même et d'accès aux moyens de production, aux moyens de subsistance. Première chose. La deuxième qui me semble importante, nous avons besoin de ressources pour des politiques d'atténuation efficaces, mais aussi surtout pour l'adaptation de nos systèmes de production. Aujourd'hui, clairement, pour prendre un exemple, si on est dans le secteur de l'agriculture, nous avons besoin de semences à cycle court parce que la saison des pluies se raccourcit de plus en plus et on a besoin de semences qui puissent terminer son cycle végétatif assez rapidement durant cette période de 45 jours ou de 3 mois tout au plus. Nous avons besoin d'adapter notre agriculture, donc semences adaptées. Nous avons besoin d'adapter nos unités de itinéraires techniques, donc introduire les résultats de la recherche dans les périmètres. Nous avons besoin de protéger notre littoral. Et donc, pour ça, on a besoin de ressources pour faire face. Et nous avons besoin aussi d'aménager des aires marines protégées et surtout de développer la pisciculture pour faire face à la baisse des ressources halieutiques. Troisième élément que j'aimerais qu'on retienne très fortement, la protection des migrants est extrêmement importante. Et ça ne se limite pas seulement à des manifestations. Nous devons aussi avoir des exigences vis-à-vis de nos gouvernements. En ce qui concerne les pays du Sud, le Sénégal en particulier, nous sommes en train notamment de préparer une grande rencontre avec le ministère des Affaires étrangères, l'Assemblée nationale, le Conseil économique, social et environnemental, pour demander principalement trois choses. La première, c'est le renforcement de la protection des migrants et réfugiés qui vivent au Sénégal, qui viennent de Centrafrique, qui viennent de RDC, du Niger, du Mali, donc des pays qui sont en conflit ou en situation de post-conflit, ou qui viennent au Sénégal pour d'autres raisons, notamment les changements climatiques. Nous allons également demander à notre gouvernement de renforcer la protection des migrants sénégalais dans les pays de transit, tels que le Mali, le Niger, la Libye, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, mais aussi dans les pays de destination, en mettant en place dans les ambassades et les consulats des principaux pays de transit et de destination des migrants sénégalais, des spécialistes de l'assistance juridique et de l'assistance sociale, donc des juristes et des assistants sociaux dans les ambassades et les consulats pour que nos compatriotes, nos concitoyens qui se retrouvent en situation de conflit dans les pays de transit ou dans les pays de destination puissent bénéficier d'une assistance juridique et sociale structurée et délivrée par des professionnels. Troisième chose, nous allons demander à nos gouvernements de multiplier les conventions de protection sociale de manière à ce que les migrants sénégalais qui travaillent dans les pays de destination, notamment l'Espagne, l'Italie, la France, puissent, quand ils
décide de rentrer au Sénégal, jouir des droits à une pension de retraite notamment, droits ouverts par les cotisations sociales dans les pays où ils ont travaillé. Ils versent des cotisations en Espagne, en Italie, en France. Je sais que une convention a été signée avec l'Espagne, avec la France, avec l'Italie, avec un certain nombre de pays. Nous voulons que ces conventions soient multipliées. Maintenant, à nos collègues du Nord, nous demandons aussi qu'il y ait beaucoup de plaidoyer, notamment pour demander deux choses à l'Union européenne. C'est l'élargissement du droit d'asile aux réfugiés climatiques, dont les terroirs sont confondus à des crises écologiques durables ou irréversibles, qui les privent de leurs moyens de subsistance. Il faut qu'on en arrive là. Que ce droit d'asile-là soit aussi accordé aux migrants climatiques, qu'on considère le changement climatique et ses conséquences comme une cause légitime pour accorder ou demander le statut de réfugié, donc pour avoir le droit d'asile dans l'espace Union européenne. Deuxième chose qu'on souhaiterait que nos collègues du Nord, comme nous-mêmes, demandons ensemble au système des Nations Unies, au HCR en particulier, c'est l'attribution du statut de réfugié sous mandat du HCR aux migrants environnementaux. Dans tous les pays de l'espace Union européenne, on souhaiterait que tous les migrants environnementaux soient considérés comme des réfugiés sous mandat du Haut Commissariat, donc qui bénéficient de la protection du HCR, qu'ils soient en France, en Espagne, en Italie et partout ailleurs dans l'espace Schengen. Donc, qu'ils aient une protection plus forte assurée par cet organisme du système des Nations Unies. Voilà les deux demandes que nous avons. Nous sommes conscients que ce ne sera pas facile avec le pacte qui vient d'être adopté par l'Union européenne. Et je voudrais rappeler à ce niveau qu'entre 2021 et 2025, l'Union européenne a prévu d'allouer 6,4 milliards d'euros à Frontex. 6,4 milliards d'euros entre 2021 et 2025. Pour un résultat qui sera très faible. Imaginez tout ce qu'on aurait pu faire avec ces 6,4 milliards d'euros dans le cadre de la Grande Muraille Verte ou bien dans le cadre de projets de pisciculture ou d'agroécologie pour créer des emplois pour les jeunes et pour leur donner la possibilité de rester dans leur terroir parce qu'ils auront accès aux opportunités économiques. Je le rappelle, c'est 6,4 milliards d'euros qui sont gaspillés donc parce que alloués à Frontex pour un résultat quasi nul parce que les jeunes continuent d'arriver en Espagne et en Italie par les pirogues. Vraiment, merci beaucoup. Ça a été un moment, je pense, pour moi et je pense que pour tout le monde, tous ceux qui ont assisté à cette interview, un moment de plaisir et d'apprentissage. Je voudrais remercier le CEAF et je voudrais vous remercier vous aussi, hein, Boubacar, pour ces réponses vraiment très brillantes. Et je voulais aussi rappeler à tout le monde, à tout un chacun, qu'ils peuvent suivre les différentes pages du CEAF sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, et aussi souscrire à la page YouTube du CEAF pour être informé de toutes les nouveautés que nous publions avec fréquence. Sur ce, je voudrais remercier Boubacar pour son éclairage, cette situation que la plupart des gens méconnaissent pour, parce que et surtout personnellement, au niveau personnel, je me sens vraiment très, très solidaire de la pétition de la reconnaissance des migrants climatiques comme que leur soit accordé le statut de réfugié parce que je pense que c'est vraiment une chose qui n'est pas très facile à vivre. Et je voulais remercier s'il a dire une dernière chose en une minute avant de mettre fin à ce programme. Non, si vous avez une chose à ajouter ou je... Peut-être vous remercier toute l'équipe de CER. Ça a été un plaisir pour moi de vous rencontrer et de bénéficier aussi de cette traduction-là. Je ne lui ai pas facilité la vie en parlant assez rapidement, mais je surveillais aussi le chrono. Et vous exprimer toute ma solidarité et tout le plaisir que j'ai eu à
avoir ces moments d'échange avec votre auditoire, le public. J'espère que ça a été utile et j'espère surtout vous rencontrer bientôt à Dakar. En tout cas, bienvenue par avance au Sénégal. Merci beaucoup.